Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Vous avez bien choisi le canal Philips Live ce soir. J'ai le plaisir, Ariel Cohen à Saint-Antoine, Paris, aujourd'hui de modérer mon ami Najib Hamoudi, qui est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, vous le savez, on a donc pris cette initiative d'organiser 4 webinars consacrés à différents thèmes d'actualité concernant l'imagerie de déformation, le strain. On a donc eu successivement Stéphane Ederi qui nous a parlé du strain VG dans une application particulière preuve de concept qui est la pathologie cancéreuse avec son retentissement cardiologique myocardique pour les chimiothérapies à risque de cardiotoxicité. Ensuite, Laurie Soula-Dufour nous a parlé du strain de l'oreillette gauche avec les différentes applications actuelles. Et ce soir, Najib inaugure donc le 3e atelier live en webinar. Il va nous parler donc des modalités du strain VD dans ses applications cliniques et du rationnel de l'utilisation du strain. Najib, merci beaucoup. À toi la parole. Bonsoir Ariel, bonsoir à tous. C'est un véritable plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de ce sujet ô combien intéressant et important. Donc, pas des soucis, pour des raisons techniques, les vidéos apparaîtront tout à la fin de la présentation pratique pour montrer effectivement les applications de ce strain. Donc, en guise d'introduction, j'aimerais simplement rappeler que le ventricule droit est important puisque sa fonction est liée au pronostic de nombreuses pathologies. Je pense notamment à l'hypertension artérielle pulmonaire et à l'insuffisance cardiaque. On a des éléments de physiologie qu'il me semble important de rappeler, que la fonction ventriculaire droite dépend bien sûr de la précharge, c'est un élément important à considérer quelle que soit la modalité utilisée pour l'évaluer, la post-charge, la contractilité intrinsèque des fibres cherche depuis très longtemps à approcher le mieux possible, on verra, vous le savez d'ailleurs que c'est difficile, et puis la contrainte péricardique. Alors, pour évaluer un ventricule droit, on a besoin d'une modalité idéalement non invasive, disponible, déplaçable au lit du patient. Et pour cette raison-là, je ne sais pas pourquoi ça a sauté. Et Najib, pardon, je n'ai pas les diapos. Najib, je n'ai pas les diapos à l'écran. Je ne suis pas sûr que les diapos passent à l'écran. Non. Est-ce que quelqu'un pourrait vérifier ça dans la régie technique? Nicolas me dit que oui. Bon, moi, je ne les ai pas à l'écran. Hein. Alors, continue, tant pis, je vais me débrouiller sans diapo. Donc, on a besoin d'une modalité déplaçable au lit du malade pour faire de la fonction et de l'hémodynamique. Et pour cela, l'échocardiographie est un outil qui n'est pas parfait, mais qui est adapté en tout cas à un certain nombre de ses contraintes. Alors, comment on évalue en routine clinique le ventricule droit? Eh bien, il y a d'abord une multitude d'incidences qu'on peut obtenir en échographie bidimensionnelle, des incidences évidemment importantes, très nombreuses. On doit s'exercer en particulier au début de l'expérience, mais pour la routine clinique, il y a principalement 2 incidences qui me semblent particulièrement importantes et utiles, que j'utilise au quotidien. C'est l'incidence parasternale petit axe et puis l'incidence apicale centrée sur le VD. Pourquoi la parasternale petit axe? Parce que c'est une coupe qui est relativement facile à obtenir, très simple à standardiser, notamment cette coupe qui passe par les piliers du ventricule gauche. Et ça permet de dégager le ventricule droit, d'avoir une analyse qualitative de la morphologie, notamment de la dimension, et d'analyser la cinétique septale. Et c'est un élément important à recueillir de façon qualitative dans un premier temps. L'incidence qu'on utilise aussi, c'est l'incidence apicale centrée sur le ventricule droit, qui est très importante à la fois pour la morphologie et la fonction. Et puis il y a 2 incidences bonus, l'incidence parasternale modifiée pour les cavités droites, puis la sous-costale. Alors, cette diapositive pour rappeler, et ça c'est important quand on s'intéresse à la fonction longitudinale notamment, que l'analyse du ventricule droit en incidence apicale
est difficile à standardiser pour une raison assez simple, c'est que lorsqu'on se met à la pointe du ventricule gauche, il suffit d'une petite rotation de la sonde pour aller couper le ventricule droit dans différents segments. Et donc, on peut avoir une fausse impression de dilatation si on coupe à cet endroit-là, ou être faussement rassuré sur l'absence de dilatation. Donc, il est encore une fois important de standardiser cette coupe. Et l'incidence la plus facile à standardiser, c'est l'apicale centrée sur le ventricule droit. Elle s'obtient en mettant la sonde à la pointe du cœur et en faisant une petite bascule de la sonde pour aller dégager complètement la paroi libre et l'insertion de la pointe, la du VD, sur le ventricule gauche. Alors, lorsqu'on analyse un ventricule droit, on commence bien sûr par la morphologie. Je vais passer assez vite pour arriver sur le strain. On regarde d'abord la dilatation du ventricule droit. C'est un élément important pour le pronostic de beaucoup de pathologies, notamment l'embolie pulmonaire. Ça se mesure en apicale cavité, vous le savez. Et puis, c'est important également comme indice en faveur d'une augmentation de la post. L'évaluation maintenant fonctionnelle du VD repose sur un certain nombre d'indices. Je vais passer très vite sur le premier qui est le 3D. On n'a pas le temps d'aborder cette technologie ô combien séduisante aujourd'hui. Elle permet une approche volumique complète du ventricule droit, permet d'intégrer l'ensemble des segments et de calculer une fraction d'éjection anatomique avec un seuil pathologique à moins de 45%. Les limites de cette technique, il y en a quand même quelques-unes. Sa faisabilité qui reste parfois perfectible, la disponibilité de la machine et parfois le rythme irrégulier qui rend l'approche difficile. Il y a d'autres indices, je vais passer, mais les outils qu'on utilise le plus souvent en routine, en tout cas c'est ma pratique, c'est en mode bidimensionnel la fraction raccourcissement de surface, donc toujours à partir de cette incidence apicale centrée sur le ventricule droit, on va tracer l'endocarde bien sûr en diastole, le retracer en systole et calculer cette fraction de raccourcissement qui est inférieure à 35%. Je reconnais que c'est une incidence que j'utilisais relativement peu, mais que j'utilise de plus en plus dans certains contextes pathologiques. On y reviendra si on a le temps à la fin. En dehors de la fraction de raccourcissement de surface, qui est une approche donc globale de la fonction ventriculaire droite, on s'intéresse particulièrement en routine clinique à des fonctions, cette fois-ci longitudinales. Il y en a trois principaux. Le TAPS, qui est l'excursion longitudinale de l'anneau tricuspide. Vous voyez qu'on l'obtient à partir de cette incidence centrée sur le VD. C'est important parce qu'il faut bien aligner son curseur TM sur l'anneau. Vous voyez que le seuil pathologique est à 17. Si on veut plus de spécificité, on peut aller à 15. Donc il y a des avantages, c'est simple, c'est faisable et reproductible. Il y a aussi des inconvénients puisque on a uniquement la fonction longitudinale et ça dépend de l'angle. Un peu dans le même esprit, on a la vitesse de déplacement de l'anneau tricuspide, le fameux pic de l'onde S. C'est quelque chose qui est très utilisé en routine, avec un seuil pathologique à moins de 10 environ. Les avantages, c'est que c'est simple, faisable, reproductible. Les limites, ça dépend de l'angle, mais on l'obtient facilement en routine. Et puis, il y a le speckle tracking. C'est une modalité qu'on utilise de plus en plus pour analyser sa fonction longitudinale. Je vais rappeler brièvement son principe. L'idée est assez simple, c'est de s'intéresser vraiment à l'approche de la paroi et d'analyser sa déformation par rapport à son état de base. Vous voyez il y a un point de référence. Donc, si on part de la diastole, on va analyser en diastole le segment myocardique, voir le traquer pendant le cycle cardiaque, le remesurer en télésystole et puis rapporter le changement, la variation d'état de ce segment myocardique par rapport à son état de base et il s'exprime en pourcentage. Aujourd'hui, cette déformation myocardique est mesurée en speckle tracking, bien entendu. Il y a différentes déformations des fibres cardiaques qu'on peut mesurer, en longitudinal, en circonférentiel, en radial. De façon générale, et pour le ventricule droit en particulier, on s'intéresse particulièrement, on l'a dit, à la fonction longitudinale. D'abord pour une raison physiologique, puisque les fibres du ventricule droit sont, en tout cas celles de la paroi libre, sont vraiment longitudinales. Donc c'est le sens dans lequel il faut étudier la déformation de cette paroi. Le deuxième point, c'est un point pratique, c'est que la mesure de la déformation longitudinale est a le moins de variabilité. Vous voyez que sur des études, on a une variabilité de 5%, donc vraiment applicable en routine clinique.
Alors, un point important qui a été longuement discuté au cours de ces dernières années, on a eu une grande difficulté de développement du speckle tracking en raison d'un manque de standardisation des mesures, la variabilité des mesures en fonction des logiciels et des machines, raison pour laquelle, à l'initiative des sociétés savantes, il y a eu beaucoup de travail accompli ces dernières années pour standardiser la mesure de la déformation myocardique. Il y a eu des gros travaux sur le ventricule gauche. Si je vous montre un document de référence publié il y a quelques années, et grâce à ces efforts, à une standardisation des approches, on arrive maintenant à avoir, sur le ventricule gauche, je vais aborder le ventricule droit dans un instant, à avoir des faisabilités de l'ordre de 90% et avoir des mesures qui varient encore en fonction des constructeurs, mais enfin, on a des variations qui sont beaucoup plus acceptables, entre guillemets. Concernant le ventricule droit, il y a eu aussi un effort de standardisation. Ici, je vous montre le document de référence publié en 2018. Et dans ces recommandations, je vais vous citer quelques éléments qui ont été soulignés par les experts pour essayer d'obtenir des valeurs, en fait, finalement, qu'on parle tous de la même chose, qu'on mesure la même chose et qu'on puisse appliquer cela en routine clinique. Donc, il faut d'abord une coupe apicale centrée sur le ventricule droit. Ça, c'est un élément important avec une bonne visualisation de l'endocarde. Pour pouvoir mesurer de façon semi-automatique ou automatique une déformation, on doit avoir une bonne imagerie bidimensionnelle. C'est important sur l'ensemble du cycle cardiaque. Il faut ensuite que le logiciel, de façon automatique ou semi-automatique, puisse tracer l'endocarde et puis le traquer au cours du cycle cardiaque. Il est recommandé, en fonction des logiciels, vous verrez, il y a des variations, mais il a été recommandé d'inclure dans la zone de tracking à la fois la paroi libre et le septum interventriculaire. Pourquoi? Parce qu'on a montré que le fait d'inclure le septum, on a plus de fiabilité du tracing et des valeurs plus reproductibles. Et puis, pour rendre une valeur, il faut avoir 3 segments de paroi libre bien interprétables. Et ça, c'est un point fort du strain. C'est pour ça qu'on n'accepte pas de rendre une valeur si on a un segment au moins qu'on ne voit pas, parce qu'on va avoir une déformation de l'ensemble de la paroi libre. Et donc l'idée, c'est d'analyser plus de segments et avoir une vision plus physiologique et on espère plus pronostique. Et puis, toujours dans ces recommandations, il faut avoir la possibilité, ça c'est un point qui me semble particulièrement important, la possibilité de vérifier visuellement que le tracking est de bonne qualité et puis de réajuster les coûts. Donc cette diapositive, pour insister de nouveau sur l'importance de l'apicale centrée sur le ventricule droit. Donc on va mettre le ventricule droit dans l'axe avec ce petit mouvement de courbe. Et pour le tracking, c'est encore plus important parce que ça permet de dégager la pointe et vérifier que le logiciel va bien comprendre où se situe l'endocarde et bien traquer ce segment-là. Alors une fois qu'on a fait ce travail de tracking, à partir de cette apicale centrée, je vous l'ai dit, il est recommandé d'inclure le septum dans le tracking, mais on a le choix entre, il y a différents travaux qui ont été faits sur le sujet, de rendre une fonction intégrant dans le strain global la déformation du septum et celle de la paroi libre, donc sur 6 segments, ou bien de sélectionner une réponse sur les 3 segments latéraux. Dans ce travail où on a comparé ces 2 approches, et un élément important, ce n'est pas la même chose, on pouvait s'y attendre. Lorsqu'on rajoute le septum, les valeurs sont plus basses du strain global. Pourquoi? Parce qu'on sait que le ventricule gauche en longitudinal se raccourcit moins que la paroi libre. Donc il y a une vraie importance de choisir l'un ou l'autre et d'essayer de faire tous de la même façon. Le choix a été fait dans ces recommandations de proposer la mesure en routine plutôt des 3 segments de la paroi libre. Pourquoi? Parce que on n'est pas vraiment dans l'axe du septum et parce que on a beaucoup plus de données pronostiques avec la paroi libre qu'avec le strain qui intègre le septum interventriculaire. Alors, je vous montre quelques exemples de travaux ici dans l'insuffisance cardiaque qui montrent que la mesure du strain longitudinal de la paroi libre du ventricule droit est un indice pronostique dans différents cas de figure, différentes équipes. Vous voyez que c'est relativement discriminant. On a tout de même, et c'est encore d'actualité aujourd'hui, un vrai problème de seuil.
vous voyez qu'on a des seuils qui sont relativement hétérogènes. Alors certes, c'est pas tout à fait les mêmes phénotypes d'insuffisance cardiaque, mais vous voyez que pour le pronostic, on part d'un seuil de -13 jusqu'à -22. Ça reste un problème routine. Concernant la reproductibilité, c'est un outil, il y a un peu moins de données que pour le ventricule gauche, mais c'est un outil qui reste quand même très reproductible. Donc on a une variabilité de l'ordre de 5%. En valeur relative. Je vous montre simplement cette diapositive qui est issue d'un travail de l'équipe d'Éric Abergel à Bordeaux sur 400 malades. Vous voyez que la mesure du strain avait une variabilité de 4%, celle du S-prime de 3%, et qui est un petit peu, enfin, c'est la fraction d'accroissement de surface à environ 7%. Donc globalement, le strain se positionne parmi les outils les plus reproductibles, les plus applicables en routine. Donc pour résumer finalement en pratique les modalités de mesure de ce paramètre, il faut une apicale centrée sur le VD de bonne qualité, il faut une belle trace ECG, il faut vérifier le tracking sur 3 segments, il faut rendre la valeur du pic de strain longitudinal global de la paroi libre. On a une norme, alors je vous en parlais, on n'a pas défini les valeurs normales et pathologiques en fonction des phénotypes, mais les données actuelles montrent qu'en situation normale, on a plutôt des valeurs de strain moyens autour de 30%, et le seuil pathologique dans la population normale est de moins 20% en valeur absolue. Et puis, il faut penser à rapporter, lorsqu'on fait un compte-rendu et on mesure le strain, encore aujourd'hui, le logiciel et la machine utilisée, ça servira pour le suivi. On a encore aujourd'hui des petites variations en fonction des machines. Alors les avantages, principal, c'est simple, faisable, reproductible. Ça intègre la déformation de l'ensemble de la paroi libre du ventricule droit, les 3 segments. La limite, c'est que c'est uniquement la fonction longitudinale. Ça nécessite un peu de temps. Je dirais que ça dépend un peu du logiciel, mais ça nécessite un peu de temps. Et puis les normes, moi, je pense que c'est la principale limite encore aujourd'hui. Les normes, les valeurs normales ne sont pas encore clairement définies et il y a une variation avec le logiciel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie? Je ne sais pas quelles sont vos pratiques. Il y a ce papier relativement récent qui a fait, c'était une étude en ligne de plus de 1000 cardiologues à travers le monde, vous voyez. Et donc en routine, les indices les plus utilisés sont l'analyse visuelle qualitative, le TAPS et le S', c'est pas très surprenant parce que c'est largement disponible et reproductible. Et puis après, vous voyez, on a une diminution exponentielle de l'utilisation des outils, avec quand même un petit ressaut ici du strain longitudinal. Vous voyez qu'on a encore du travail pour aller affiner la mesure du ventricule droit. Alors pourquoi on a ça? Je pense en partie pour le strain, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est l'une des limites qu'on avait jusqu'à présent, c'est de nécessiter une mesure semi-automatique. Et puis, un certain nombre d'entre nous faisions ces mesures offline, donc sur des boucles enregistrées, déportées sur des stations. Et on a vraiment besoin de la technologie, de l'industrie, pour essayer de nous faire gagner un petit peu de temps dans l'analyse online. Et sur ce point-là, il y a de nombreux logiciels de différents constructeurs qui permettent une analyse plus rapide qu'on peut intégrer dans la routine. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il faut analyser la fonction ventricule droite de façon monoparamétrique ou multiparamétrique? Mon avis, je vous le donne tout de suite. Pardon, c'est plutôt par là. Je pense qu'il faut combiner les indices. Il n'y a pas encore d'études clair pour définir dans quelle séquence. Je vais vous donner mon avis personnel. Alors, pourquoi il faut faire une analyse multiparamétrique? D'abord parce que je vous l'ai expliqué, vous le savez, c'est une vision, on approche la fonction VD à partir d'indices perfectibles, bidimensionnels, longitudinaux et globaux. Il y a ce papier que je vous remets concernant, c'est un exemple parmi d'autres de cette étude de l'équipe de Bordeaux sur 400 malades. Les collègues ont fait une étude multiparamétrique du ventricule droit. Donc l'ensemble des indices ont été utilisés. Ça me permet de rappeler quelques messages simples. Le premier, c'est la faisabilité des indices. Donc les indices que nous avons sont disponibles en routine et sont faisables. Vous voyez une faisabilité de près de 100% sur la majorité des indices, un peu plus de 90% pour le strain VD. La deuxième chose, c'est qu'on a régulièrement des discordances entre les indices. Donc, on n'a pas une concordance parfaite des indices.
Donc, on pourra discuter dans quel sens on peut interpréter cela. Mais vous voyez, dans ce papier, on avait une discordance de l'ordre de 15% entre la fraction de raccourcissement de surface et le pic de l'onde S. Le troisième élément dans ce papier et que je trouve intéressant, c'est que les auteurs, n'ayant pas de gold standard, ont suivi les malades à long terme. C'était des 400 malades en préopératoire de chirurgie. Et puis, on suivi le malade prospectivement et on s'est aperçus que lorsqu'on a l'ensemble des indices concordants en faveur d'une fonction normale, le pronostic était excellent. Lorsqu'on a un indice anormal, le pronostic est moins bon. Et lorsqu'on a deux indices pathologiques, le pronostic est encore moins bon. Cela suggère que le fait d'avoir plusieurs indices concordants confirme la probabilité d'avoir une dysfonction réelle de contractée du ventricule droit et probablement permet d'affiner le pronostic. Alors là aussi, il faut pouvoir intégrer ça en routine clinique et certains logiciels pourraient nous aider dans le futur à combiner l'ensemble des indices rapidement. Ça reste encore à démontrer. Il y a des choses assez intéressantes. Et puis l'autre élément important dans cette approche multiparamétrique, c'est tenir compte des conditions de charge. C'est essentiel. C'est depuis longtemps, c'est très important, les conditions de charge en général et dans le ventricule droit en particulier. Pourquoi? Parce que la fonction systolique, quel que soit l'indice utilisé en routine, dépend de la précharge, de la post-charge et de la contractilité. Et je souligne que cela concerne aussi le strain. Pendant un certain temps, on nous a expliqué que le strain n'était pas ou peu dépendant des conditions de charge. Ce n'est pas vrai. Le strain dépend des conditions de charge. La déformation du segment dépend de la contractilité intrinsèque, de la précharge, de la post-charge et même de la souplesse du tissu, des propriétés élastiques. Donc, il faut les évaluer. Et pourquoi c'est d'autant plus important dans le ventricule droit? Parce qu'on le sait depuis très longtemps, le ventricule droit est particulièrement sensible, notamment à la post-charge. Vous voyez dans ce travail chez l'animal, lorsqu'on augmente la post-charge du ventricule droit, le volume d'éjection diminue très vite. C'est un petit peu moins vrai pour le ventricule gauche. Donc, le ventricule droit est très dépendant des conditions de charge. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à une fonction de ventricule droit, on doit mesurer et interpréter ces pressions, ou en tout cas interpréter les indices de fonction en fonction de la post-charge. Alors, comment on va mesurer la post-charge? L'indice qui reste encore d'actualité, ô combien d'actualité, j'allais dire, est le plus fiable, c'est la mesure de la vitesse maximale d'assurance triplicite que mon maître Ariel Cohen auquel mon maître Cohen m'a sensibilisé très tôt dans ma formation. Il faut le mesurer. Et le tout n'est pas d'avoir un chiffre, mais avoir un chiffre fiable. Et pour cela, il faut avoir une belle enveloppe. Mais une belle enveloppe ne suffit pas pour garantir un bon alignement. Il faut avoir une belle enveloppe et vérifier en multipliant les incidences, parfois même prendre la sonde PEDOC pour avoir un alignement optimal. Vous voyez, dans ce travail fait il y a quelques années, les collègues se sont intéressés à la pertinence ou la fiabilité de la mesure de la PAPS avec l'IT en fonction de la qualité des enveloppes. Et vous voyez, en séparant une belle enveloppe, une enveloppe intermédiaire et une mauvaise enveloppe, ça c'est pour les sous-estimations. Et puis il y a des cas aussi de surestimation. Lorsqu'on ne règle pas bien ses gains, vous voyez, on va surestimer la pression pulmonaire. Et donc dans ce travail où ils ont regardé aussi la concordance avec le KT, lorsqu'on a une belle enveloppe et on exclut les enveloppes qu'il ne faut pas mesurer, on a une corrélation quasiment parfaite, c'est parfait, mais c'est quand même très satisfaisant. Et lorsqu'on intègre l'artefact, sans surprise, on a des discordances qui sont parfois majeures. Donc, mesurer l'IT pour apprécier la pression pulmonaire. Alors, comment interpréter les indices de fonction avec cette post-charge évaluée par la pression artérielle pulmonaire systolique? Il y a différentes façons de faire. De façon assez simple, on peut considérer que lorsqu'on a une PAPS très élevée et des indices de fonction dans les normes, la fonction systolique est normale. Voilà. L'autre chose, c'est notre quotidien, on a des indices de fonction systolique altérés avec une PAPS élevée. Et dans ce cas, pour essayer d'approcher la contractilité et la qualité du VT, certains auteurs ont proposé de rapporter des indices de fonction à un indice de post-charge, la PAPS. Là, je vous montre des papiers d'une équipe italienne qui est active sur le sujet. Vous voyez, c'est un indice TAPS par rapport à la PAPS. Alors, vous voyez dans ce papier, les auteurs ont corrélé ça à un indice hémodynamique
de couplage ventriculo-artériel. Vous voyez que la corrélation n'est pas parfaite, 0,35 est loin d'être parfaite, vous voyez encore un peu de travail. Mais en regardant les indices pronostiques, les patients qui avaient cet indice le plus altéré dans le tertile inférieur, avec un CA 0,35, avaient le moins bon pronostic. Donc c'est une approche qui souligne, qui a le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut intégrer la PAPS dans l'analyse des indices fonctionnels. Il y a d'autres papiers qui se sont intéressés au ratio entre le strain et la PAPS avec des seuils qui sont là. C'est à prendre avec des pincettes. Le message, encore une fois, vous l'avez compris, c'est tenons compte des conditions de charge. Et puis, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas d'IT? Ça arrive encore, même avec la PEDOF. Dans ce cas-là, il faut aller intégrer d'autres paramètres. Un des indices que j'utilise le plus en routine, c'est l'analyse du flux antérograde tricuspide avec, et puis le flux d'insuffisance pulmonaire, bien entendu. Alors, je vous montre un petit focus notch sur le flux le flux antérograde pulmonaire. En physiologie, on doit avoir un flux comme ceci, une enveloppe complète avec un pic plutôt mésosystolique. Lorsqu'on a une hypertension artérielle pulmonaire, une augmentation des résistances pulmonaires, on a souvent un pic protodiastolique avec ensuite un deuxième pic qu'on peut avoir. Et dans ce travail publié il y a quelques années, dans ce travail intégrant exclusivement des malades avec une HTAP, donc une augmentation précapillaire de la pression pulmonaire, on avait un notch chez 94% des malades de la série. Donc ce signe est très sensible pour l'HTAP, la spécificité est un petit peu moins bonne. Mais bon, c'est un élément qu'il faut considérer lorsqu'on n'a pas d'IT ou pour conforter l'impression hémodynamique. Et puis, il faut s'intéresser au cœur gauche. Alors, Laurie vous en a parlé dans un webinaire précédent. L'analyse de la fonction diastolique et des pressions de ventricule gauche reste une difficulté importante en routine clinique avec des grandes variations individuelles, malgré les énormes progrès qu'on a fait. Et dans ce cadre-là, le strain OG paraît séduisant. Alors maintenant, c'est les cas cliniques qui commencent. Je vais vous montrer quelques exemples pratiques. Je crois qu'on est à... Alors, pour des raisons techniques, on a enregistré toutes les boucles à la suite. Si c'est trop long, j'interromprai. Si je vous montre un exemple d'analyse morphologique du ventricule droit d'une patiente sclérodermique, vous voyez d'emblée, en incidence petit axe, voilà, ça va trop vite. Donc, c'est simplement pour inciter l'importance de la vue petit axe pour analyser la dilatation du ventricule droit et l'inversion de la courbure septale. Ici, un autre exemple très visuel pour conforter l'approche visuelle morphologique d'un patient qui a une DVDA très évoluée, avec clairement une dysfonction VSD, un septum paradoxal, un énorme thrombus apical. L'impression visuelle plaide fortement pour une dysfonction VG. Alors, en routine systématique, donc, je vous montre comment on fait en pratique une évaluation du VD. On partir d'une incidence apicale des 4 cavités. Vous voyez qu'on devine le ventricule droit, mais on ne voit pas bien l'endocarde. Il est recommandé d'aller dégager la paroi libre du VD en faisant la bascule de la sonde. Vous voyez que là, en incidence centrée sur le VD, on dégage la paroi libre. Je vous fais remarquer qu'en routine, là, je n'ai pas pu enlever. Ça arrive régulièrement, surtout chez les patients avec une aorte un petit peu dilatée. On a l'aorte, mais bon, on n'arrive pas à bien voir la paroi libre. À partir de cette incidence, on lance le logiciel de strain. Le logiciel nous propose un tracking qu'on doit vérifier. Vous voyez que c'est pas mal sur la paroi libre, mais c'est perfectible sur le septum interventriculaire. Et lorsqu'on a une difficulté de cet ordre-là, ce qu'il faut, c'est corriger le tracking, ce que j'ai fait, voilà, sur la machine embarquée. Vous voyez qu'on a un tracking qui me semble être satisfaisant et le logiciel va nous donner 2 valeurs. Ici, celle qu'il faut rendre, ce qui est recommandé, la déformation de la paroi libre du ventricule droit, normale, moins 35%. Je me suis proposé de 20% pour la pathologie. Et ici, il vous donne à titre indicatif, ce logiciel, ça varie en fonction des machines qu'on utilise, un indice global avec les 6 segments. Ici, une autre patiente qui avait une bioprothèse mitrale, malade valvulaire, un anneau tricuspide en partie désinséré. Donc, on part d'une incidence apicale centrée sur le VD. On a une impression visuelle. Honnêtement, je voyais une fonction visuelle plutôt préservée, avec une fraction de récouvrement de surface qui a été mesurée à 40%, pardonnez-moi, 43% pour être précis. On lance le logiciel de strain. Voilà, ici, on vérifie le tracking. Le tracking, sincèrement, me semble correct. Et ce qu'on voit, c'est 2 choses. D'abord, alors que la fonction globale en visuel et en fraction d'action est plutôt préservée, on a un strain altéré. Deuxième élément,
c'est que alors moi je voyais une fonction normale, on a l'impression ici que le strain révèle un trouble de cinétique apicale. Enfin, je profite de cet exemple pour vous montrer, pour vous illustrer que le strain peut nous aider à renforcer une impression visuelle d'un trouble de cinétique segmentaire. Ça reste du qualitatif, mais ça peut nous aider chez certains patients. Donc ici, strain altéré alors que la fonction globale est plutôt préservée. On pourra discuter du rôle. Et puis là, je vous remets la 2D. Lorsqu'on regarde bien en 2D, on a les deux tiers basaux qui se contractent bien. On peut se demander s'il n'y a pas un trouble de cinétique apicale. Autre exemple ici d'une patiente qui vient pour un bilan de drépanocytose. On fait un bilan routine. Donc en petit axe, impression visuelle de dilatation du ventricule droit et de léger aplatissement de la courbure septale. Donc première incidence que j'utilise le plus. On attend l'incidence suivante. Voilà, on passe en 4 cavités. Comme souvent, les drépanocyteurs homozygotes ont les 4 cavités dilatées. Je me centre sur le ventricule droit, dégage l'ensemble de la paroi libre. Là aussi, je n'ai pas pu enlever l'aorte. Bon. Le pic de l'onde S, à partir de cette apicale, on est à 9, 9,5. Donc, juste sur le seuil, peut-être 10. Pic de l'onde S à 10. Le strain global, quant à lui, est plutôt rassurant, moins 22% paroi libre, avec un tracking optimal. Encore une fois, il faut vérifier la qualité de tracking pour rendre la valeur normale ou pathologique. Ici, moins 22%, c'est normal. Et puis, on va s'intéresser à la post-charge. Le pic de l'IT, en veillant à l'orientation enveloppe propre, on a 3,9, 60 de gradient VDOD, avec un beau notch sur l'artère pulmonaire et un flux d'IP, par contre, perfectible. Donc, clairement, ici, on a une fonction ventriculaire droite avec une fonction dans les normes, et ce, malgré une post-charge élevée. La fonction VD est vraisemblablement normale. Il s'agit d'une hypertension précapillaire modérée. Ici, une veine cave inférieure, simplement pour illustrer qu'il faut regarder aussi la précharge avec la veine cave. Autre patiente, c'est presque terminé, âgée, qui a porteuse d'un TAVI. En grand axe, on voit aussi qu'il y a un prolapsus de la petite valve dans son segment médian. On va analyser dans un premier temps le cœur gauche. Voilà, la fuite mitrale est significative avec une SOR à 32 mm², prolapsus de P2, fuite dégénérative. Et puis on s'aperçoit à l'analyse Doppler qu'il y a également un gradient franc sur l'aortique avec une surface calculée à 0,7, un gradient, une Vmax à 4,1. Je n'ai pas pu avoir plus en P2 dans ce cas particulier. Donc une vraie maladie du cœur gauche valvulaire. On passe sur le cœur droit, on va mesurer la PAPS ici. Simplement sur cet incident, je vous illustre l'intérêt de la paracérénale droite modifiée pour bien s'orienter sur l'IT. Ici, on a une PAPS très élevée à 80 de gradient VDOD, une Vmax à 4,5. J'ai un écran tout petit, c'est 4,5, oui. Donc une vraie hypertension pulmonaire, probablement post-capillaire vu la maladie du cœur gauche. Et puis là, vous voyez, on va renforcer l'analyse du cœur droit avec une petite axe pas parfaite, hein, c'est des courbes de vraie vie. On a un septum qui ne semble pas avoir une cinétique normale. On passe en apical, le VG se contracte bien. On va passer sur le VD dans un instant. Vous voyez, centré sur le VD, impression visuelle. Sincèrement, moi, je vois une dysfonction systolique, une altération de la fonction dans cette incidence. On peut mesurer une fraction de raccourcissement de surface pour vous montrer le principe. 26% ici en traçant l'endocarde, donc altéré, moins 35%. Ça va passer à la suivante. Pic de l'onde S ici à 8, donc concordant, et puis le strain qui va arriver. Alors, simplement pour illustrer que la fraction d'accompagnement de surface, le pic de l'onde S, le TAPS et le strain s'obtiennent à partir de cette apicale centrée sur le VD, donc il faut vraiment s'entraîner à l'obtenir. Vous voyez, là, j'ai pas l'aorte, le tracking est bon, et on a un pic qui est à 18, donc plutôt altéré avec une post-charge élevée, on pourra en reparler. Alors, c'est le dernier cas clinique pour illustrer l'importance de pas méconnaître une hypertension pulmonaire dans le contexte de fuite tricuspide sévère. Ici, on avait une Vmax de l'IT à 2 mètres. Donc, c'était faussement rassurant, c'est une patiente sclérodermique. Mais en fait, elle a une fuite tricuspide massive. Et lorsqu'on a une fuite tricuspide massive, là, laminaire, on ne peut pas interpréter la post-charge sur l'IT. Donc, il faut utiliser d'autres paramètres.
Alors là, je vais fermer. Et donc là, on a regardé d'autres paramètres qui étaient plutôt rassurants. Alors, je crois que je peux conclure. Comment je dois faire? Je dois fermer. Alors, en conclusion, il faut évaluer le ventricule droit en échocardiographie. Je vous propose d'utiliser au moins deux incidences, la parasternale petit axe et l'incidence apicale centrée sur le ventricule droit. Il faut analyser, il faut combiner plusieurs indices, une analyse morphologique de la dimension et puis une analyse qualitative de la fonction, et puis utiliser également les paramètres quantitatifs de la fonction longitudinale. On a les classiques pic de Land S, le TAPS, et je crois que le strain, avec maintenant la possibilité de l'avoir online, rapidement, et les 3 segments, peut être une aide pour affiner cette fonction longitudinale. Et puis, il faut garder à l'esprit et utiliser, moi, ce que je fais de plus en plus pour confronter cette fonction longitudinale, la fraction de raccourcissement de surface, ça permet de combiner la fonction longitudinale et radiale et de confirmer ou de affiner, j'allais dire, la fonction. Bien entendu, il faut interpréter ces indices avec les conditions de charge, notamment la post-charge. Et puis, juste un petit mémo, se rappeler que la précharge est également importante et lorsqu'on a un malade congestif, il est important d'essayer, si on peut modifier les conditions de charge, d'évaluer plein, mais aussi essayer de réévaluer une fois les conditions de charge normalisées pour se faire une idée sur la fonction. Voilà, je vous remercie et puis j'espère qu'on va pouvoir échanger. J'espère ne pas avoir été trop long, Ariel. Non, tu as été parfait, Najib, merci beaucoup. Donc je ne me vois plus en caméra, mais j'imagine que vous devez me voir, hein. En tout cas, je vois le diapo. Vous me voyez, donc c'est le principal. Alors, Najib, tu as fait vraiment une revue exhaustive, passionnante, hein, des paramètres de caractérisation de la fonction VD. Donc, j'ai quelques questions d'abord assez rapides auxquelles tu pourras répondre facilement de la part de beaucoup de nos collègues qui sont connectés. Alors, parmi donc les premières questions pour toi, Mostafa te demande ce que tu as montré, donc c'est en rythme sinusal en règle générale. Est-ce que ces paramètres de déformation sont altérés? Comment est-ce qu'on prend en considération les troubles du rythme, en particulier à trio? Alors, effectivement, j'ai montré les incidences en rythme sinusal. En arythmie, ces paramètres sont altérés en fonction de la durée de la diastole, particulièrement sur le ventricule droit. Encore une fois, la diastole va modifier notamment les conditions de charge. Et donc, les recommandations, moi, ce que je fais en pratique est assez simple. Lorsque le malade a une arythmie rapide, je ne fais pas la mesure de strain. Et lorsque le malade a une arythmie suffisamment ralentie, une fréquence, on va dire, inférieure à 90, mais je préfère être plutôt à moins de 80 par minute, c'est de faire plusieurs mesures sur des cycles moyens. Donc globalement, je confronte les indices, je fais au moins 2 mesures sur des cycles de RR globalement équivalents, on ne fera pas les cycles extrêmes, et si les valeurs sont concordantes, voilà. Si les valeurs sont très discordantes, en général, je ne fais pas de 3e mesure et je relativise beaucoup l'indice. D'accord, merci. J'ai une question de Jean-Pierre qui nous demande, dans le cas où tu seras en difficulté en apical, est-ce qu'on peut utiliser les indices de déformation, en particulier donc en autostrain, comme tu l'as montré tout à l'heure, en incidence sous-costale? C'est une excellente question. Théorie, oui. Puisque le spécule est réputé non dépendant de l'angle d'insonation, mais des études ont montré sur le ventricule gauche, et puis l'expérience clinique montre, je me suis amusé à faire plusieurs patients pratiques en apical et en sous-costal, et on a des différences de valeurs qui sont importantes, à l'échelle individuelle en tout cas. C'est lié peut-être, et même sans doute, à l'insonation, et d'autre part par le fait qu'on ne coupe pas le ventricule droit exactement aux mêmes endroits. Et donc, c'est clairement des mesures qui ne sont pas interchangeables. Et donc, je ne fais pas la mesure de strain en sous-costal. Oui, nous non plus, on ne travaille pas du tout en sous-costal pour cette approche-là du strain. On essaye vraiment dans le grand axe longitudinal, comme tu l'as très bien montré,
pour des raisons à la fois physiopathologiques et pragmatiques. Mais c'est une excellente question parce que je pense que notre collègue est confronté à des malades de réanimation en particulier. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a fait également avec nos collègues de réanimation en leur demandant d'utiliser les indices longitudinaux. Alors, autre question, toujours assez pratique pour toi. On te demande, est-ce que les valeurs de strain varient, donc les valeurs seuil, en fonction du volume de l'insuffisance tricuspide? Est-ce que donc il y a une influence du volume de l'IT sur les paramètres de strain? Tu vois, les gens sont très pragmatiques là. Très pratique. Là, c'est Michel qui t'a posé cette question. Ouais. Très pratique, la réponse est clairement oui. Le strain est dépendant des conditions de charge, que ce soit la post-charge ou la pré-charge. Il y a des papiers dans le sujet, mais en raison des contraintes de temps, je n'ai pas eu le temps de les montrer. Mais globalement, en routine, on le voit bien, lorsqu'on a des insuffisances tricuspides fonctionnelles, vous savez comme moi que ça peut varier en fonction des conditions de charge. Et lorsqu'on mesure un strain sur une unité modérée, et chez le même malade, après déplétion, optimisation volumique, le VD diminue. Alors vous me direz, on modifie peut-être aussi un peu la post-charge, mais clairement les valeurs sont différentes. Voilà, donc et ça c'est un vrai problème parce qu'on est de plus en plus confronté au raisonnement concernant les fuites tricuspides, qu'elles soient primaires ou secondaires. Et ça c'est une vraie problème clinique pour essayer de savoir si la valeur de la fonction du ventricule droit est préservée, la contractile intrinsèque j'entends, pour pouvoir stratifier le risque opératoire, éventuellement confier le malade au chirurgien. Et c'est une vraie problématique clinique qui n'est pas encore tout à fait résolue. Donc oui, ça varie. Deux, on n'a pas tout à fait les normes, il faut en tenir compte dans le raisonnement. Tu as impressionné Pascal, qui travaille en cabinet, Najib. Elle aimerait que tu lui donnes la petite recette qui te permet d'avoir une bonne visualisation de la paroi libre du ventricule droit en apical. Tu l'as dit en faisant ton exposé, donc il y avait un mouvement de bascule qu'il fallait opérer avec la main qui explore l'apex. Est-ce que tu peux donner encore un complément à cette recette, à part cette bascule? Je rappelle d'ailleurs à nos collègues que cette incidence a été validée par l'équipe de Roberto Lang, car beaucoup d'entre nous, dans notre plus jeune âge, se posaient la question de la pertinence de modifier cette incidence longitudinale dans le grand axe du ventricule droit. Est-ce qu'on pouvait vraiment la considérer comme l'incidence de référence et que donc l'incidence excentrée que vous a montré Najib avec un excellent examen de la paroi libre était aussi pertinente que l'incidence diste conventionnelle? Et la réponse qu'a apportée Roberto Lang avec son équipe, c'est que oui, ça permettait bien sûr d'avoir des paramètres plus fiables, mais pas identiques, corrélés, mais pas identiques, puisque par exemple les surfaces et le volume sont moindres. Alors, quelle est la recette? Eh bien, la première chose, c'est de le faire tout le temps. Moi, j'ai beaucoup progressé, en grande partie grâce à vous, au cours de mon Master 2 notamment, sur l'importance d'obtenir toutes les coupes. Et donc, au début d'expérience sur le ventricule droit, il faut s'astreindre à rechercher tout le temps les incidences, que ce soit en parasternal ou en apical. Donc, premièrement, il faut le faire systématiquement et non pas le rechercher uniquement lorsqu'on en a besoin. Parce que là, on est déçu. Mais globalement, tous les malades qui arrivent, dans mon plan d'examen, j'ai l'analyse du cœur gauche. Et quand j'arrive sur le cœur droit, naturellement, je vais chercher cette incidence pour aller m'aligner pour le TAPS, pour l'analyse visuelle et pour le pic de strain. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut mettre le malade en semi-décubitus. Vous savez qu'on commence l'examen en parasternal, enfin, je commence l'examen en parasternal bien en décubitus latéral gauche strict, et puis progressivement, on déroule le patient jusqu'à arriver en décubitus dorsal. Donc, c'est en décubitus partiel. On se met à la pointe du ventricule gauche, on fait la bascule, et souvent, je vais un petit peu plus à la pointe. Je sais que j'ai ce mouvement un petit peu où je vais un peu à la pointe, et comme vous l'avez vu sur les examens, parfois je vais un peu en antérieur. C'est pour ça qu'il y a souvent la aorte. Le troisième point qu'on utilise en pratique, c'est des mouvements respiratoires qui sont importants. Donc, demander aux patients, lorsqu'on a une mesure suboptimale, de gonfler doucement les poumons. Et souvent, en faisant un tout petit mouvement respiratoire, on a des côtes qui s'écartent, un ventricule qui bouge un peu, on arrive à mieux s'aligner. Voilà. Oui, je suis vraiment d'accord.
Alors, Najib, Jean-Pierre pose une des questions qui a été posée par d'autres. D'ailleurs, c'est le même Jean-Pierre. Hein, vous fais grâce des noms, bien sûr, parce que les collègues se reconnaissent. Alors, ça concerne les applications pratiques du strain VD. Hein, tu as vraiment décrit de façon parfaite la physiopathologie et le profil d'évaluation multiparamétrique de la fonction du ventricule droit. Alors, la question qu'on te pose, c'est est-ce que, par exemple, tu considères que un patient doit avoir de façon systématique ou non une évaluation du strain, et qu'est-ce que tu as comme application aujourd'hui pour lesquelles tu systématiquement caractérises la valeur du strain VD? On te dit pêle-mêle, embolie pulmonaire. Un de nos collègues te parle du post-CEC à cause des dysfonctions VD bien connues post-CEC. Est-ce que donc tu vois des applications électives, ou est-ce que tu vois cela, comme tu l'as très bien dit avec Éric Abergel et son équipe, comme étant la nécessité d'avoir une approche multiparamétrique basée sur les indices de fraction de raccourcissement, le pic de l'onde S ou le TAPS, et puis le strain? Comment l'utilises-tu, et dans quelles indications électives tu penses que le strain doit faire partie de la panoplie? Alors, très bonne question, bien entendu. Alors, je vais vous répondre de façon très transparente sur mon utilisation en routine. D'abord, jusqu'à très récemment, j'utilisais principalement le strain en recherche. Donc, j'intégrais toujours dans mes examens l'analyse morphologique et fonctionnelle du ventricule droit. Et ces examens, je les analysais offline, ou le faisais analyser pour avancer le schmilblick et affiner le pronostic des malades. En routine maintenant, grâce notamment au développement technologique, parce que là aussi c'est important, c'est pas pareil d'avoir un tracking immédiat de bonne qualité ou de placer ses points en permanence. Pour l'intégrer dans un flux de labo, c'est compliqué. Maintenant, je crois qu'on a un certain nombre d'outils qui permettent d'intégrer ça en routine. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je m'entraîne le plus souvent à le faire online pour avoir des valeurs, faire un peu l'expérience et affiner. Et j'utilise, donc ça c'est dans le flow, c'est-à-dire encore une fois, je pense que si on veut passer au strain, il faut le faire le plus souvent possible pour avoir dans l'œil le bon tracking, avoir dans l'œil la bonne fonction, et puis avoir dans l'œil les discordances qu'on peut avoir avec les autres indices. Donc voilà, donc je le fais de plus en plus souvent de façon systématique. Maintenant, pour répondre à la question élective, il y a plusieurs applications pratiques qui pour moi sont incontournables. Le premier, c'est la fuite tricuspide secondaire, sur laquelle on se pose une question. Je ne parle pas de la fuite tricuspide dans le cadre d'une cardiopathie gauche où le malade a une indication gauche. La fuite tricuspide, on a de plus en plus de malades qui nous sont adressés pour évaluation d'un geste chirurgical sur la tricuspide. Et dans ce contexte où on a des conditions de charge qui sont compliquées, une morphologie ventricule droite particulière, une post-charge élevée lorsqu'elle est secondaire, une précharge toujours élevée lorsqu'on a une IT sévère, j'intègre toujours le strain maintenant, et c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on peut pas prédire visuellement la valeur du strain. Tant mieux, c'est un indice complémentaire. Ça montre bien qu'on mesure une chose différente et qui est très complémentaire des indices visuels. Le deuxième intérêt, je sais que Françoise Pousset dans le service qui s'intéresse particulièrement au DVDA l'utilise en routine pour le ventricule droit, pour la fonction globale. On sait dans les dysplasies qu'on a, ou quand on a une suspicion de dysplasie, le strain global est altéré. Que ce soit chez un malade suspect ou chez un malade qui a la mutation, pour voir s'il est atteint. Donc la strain en termes d'analyse de la fonction globale. Et puis, elle est aussi utilisée dans cette indication pour faciliter, entre guillemets, l'analyse segmentaire. Vous savez que dans les dysplasies, on peut avoir des anomalies kinétiques segmentaires, notamment à la pointe. Je vous ai montré un petit peu rapidement sur un exemple pratique. Dans certains cas, le fait d'avoir le tracking du strain avec les nouveautés qu'on a eues ces dernières années, on arrive à mieux voir ou à mieux affirmer la dyskinésie apicale très localisée, et ça permet de rattraper certains diagnostics. D'ailleurs, tu as anticipé une question, Najib, mais donc tu y as répondu. Un de nos collègues nous demandait qu'en était-il justement du strain dans la DVDA, donc tu viens de répondre. Alors, une question qui va te faire plaisir, mon cher Najib, ça va te rappeler un peu le temps où tu étais parmi nous à Saint-Antoine. C'est pas une question que j'invente, là tu pourras le vérifier. Hein.
Alors, c'est Sofiane qui te pose cette question. Et pour avoir passé quelques dizaines d'heures à en discuter avec toi, l'indice de Theil est-il encore validé? Je te promets que c'est une question. C'est très intéressant comme question. Donc, l'indice de Theil, c'est un indice qui a été corrélé au pronostic dans différentes circonstances pathologiques. C'est un indice auquel je me suis intéressé sous votre impulsion. On l'a mesuré en long, en large, en travers. Et puis, est-ce qu'il est validé par rapport au pronostic? Il y a des éléments, bien entendu, mais est-ce qu'il est utilisable en routine? Très franchement, je ne connais pas des collègues qui l'utilisent vraiment en routine dans l'interprétation pour plusieurs raisons. Parce que ça prend du temps à mesurer. Quand on utilise le Doppler, et ça on l'avait montré, malheureusement pas publié, mais montré, lorsqu'on va sur le flux pulmonaire pour mesurer le temps d'éjection et puis on se met sur la tricuspide, souvent on a des variations de fréquence cardiaque des malades et des conditions de charge qui font qu'on n'a plus le même RR et donc c'est compliqué. Et le troisième point, c'est que son fondement physiopathologique est encore compliqué. Donc très clairement, je n'utilise pas et il est de moins en moins utilisé en routine à ma connaissance. Je ne sais pas quelle est votre expérience, Ariel. Oui, je suis d'accord, on l'a abandonné comme toi, Najib. D'ailleurs, c'est après que tu es passé du temps avec nous à travailler sur ces cœurs sclérodermiques en particulier. Mais on a travaillé de la même façon sur les cœurs en VIH. On l'a complètement abandonné. Alors, tu avais fait un très beau travail là, que tu ne cites pas, je pense, comme toujours, par modestie, où tu avais regardé aussi ce que ça donnait en Doppler tissulaire pour essayer de t'affranchir de ces variations de RR, donc remplacer l'analogique par le numérique pour essayer de gommer, certes, une partie des informations au travers donc, du lissage, mais d'un autre côté, au moins ne pas avoir la variabilité liée au RR. Et tout cela nous avait beaucoup déçus finalement. Et donc, comme toi, on n'a pas abondé dans ce sens. Donc, on est vraiment resté en phase avec les travaux que tu avais fait quand tu étais dans le service. Alors, autre question. Alors, je sais qu'on ne doit pas parler constructeur, Najib, je suis un peu désolé, mais enfin, là, tu as montré des exemples avec un logiciel d'AutoStrain qui paraît assez sophistiqué. La question qui t'est posée, c'est que, bien sûr, toi et moi, on a à notre disposition d'autres logiciels de post-traitement venant d'autres constructeurs, évidemment. On a même maintenant des constructeurs qui proposent des stations de relecture on va dire universelle, permettant donc de post-traiter n'importe quel signal venant de n'importe quel constructeur. Donc la question qui t'est posée est la suivante. Est-ce que les valeurs que tu as rendues en AutoStrain, puisque c'est ce que tu as montré, est-ce qu'on peut facilement extraire 1, 2, 3 segments de la paroi latérale des 6 segments, ou est-ce que tu rends un strain global finalement en mettant de côté tout ce que tu as très bien montré dans ton topo, c'est l'importance finalement de ou non s'affranchir du paramètre de strain du septum interventriculaire. Certes, le septum interventriculaire fait partie intégrante du ventricule droit, on va dire, mais tu te souviens de ce travail qu'on avait fait, j'espère que comme on ne l'a pas publié, peut-être qu'il est passé un peu inaperçu, avec Arnaud Etienne, quand il était dans le service, où on avait regardé le strain VD à la phase aiguë d'embolie pulmonaire. Et vraiment, on savait qu'il ne fallait s'intéresser qu'au septum, à la paroi latérale, à la paroi libre du VD en s'affranchissant du septum. Donc, en bref, dans ta routine avec ce logiciel, mais avec d'autres, est-ce que tu gardes cette rigueur qui est ta caractéristique, c'est-à-dire que tu ne regardes que les 3 segments de la paroi latérale du VD, ou est-ce que tu rends un strain global avec le seuil que tu as rappelé à moins 29,5 voilà. Comment fais-tu en pratique, Najib? Et je sais que tu es bien placé pour en parler parce que tu as une vraie expérience. Alors là aussi, effectivement, je m'étais intéressé sous votre impulsion au strain VD, et à l'époque, comme vous vous rappelez, on le faisait en Doppler tissulaire couleur, avec un tracking semi-automatique, et je me souviens que je m'étais intéressé au strain de la partie du septum VD et du septum VG indépendamment. Et donc à l'époque, je m'étais dit qu'il fallait arrêter le strain du septum parce que ça piquait. En pratique, en routine clinique, ce qu'on fait, c'est ce qui est recommandé, c'est la paroi libre du ventricule droit. Ça confirme votre expérience, la nôtre et l'expérience mondiale actuelle. Et les logiciels, pour répondre à la question spécifique d'AutoStrain, comme d'autres, en fait, la majorité des logiciels constructeurs donnent, parce que l'idée quand même, c'est de rendre cette mesure facile, rapide, reproductible.
est applicable en routine clinique. Donc, on appuie sur le bouton, on vérifie le tracking. Si le tracking est valide, enfin, on a des valeurs, mais si le tracking est bon, on va regarder un onglet, je suis passé un petit peu vite sur une diapositive, mais le logiciel vous donne 3 points. Le premier, il vous donne la valeur du strain longitudinal des 3 segments de la paroi libre. Donc, on a la réponse immédiate, strain global, la paroi libre, et 3 segments. La deuxième information qu'il vous donne à titre d'information, libre à vous l'utiliser ou pas, c'est la valeur des 6 segments. Et la troisième information, il vous donne les courbes. Et les courbes sont les courbes des 3 segments, basal, moyen, apical. Et donc, si on veut aller mesurer, si on veut la valeur basale, il suffit d'aller avec la flèche sur la courbe basale et avoir la valeur, la courbe moyenne et apicale. Mais en routine clinique, je regarde uniquement les 3 parois, la paroi libre, comme recommandé. Oui, Najib, tu te souviens de ces résultats qu'on avait trouvés sur le segment moyen de la paroi latérale du VD en strain? Oui. Il y avait beaucoup. Dans la sclérodermie, d'ailleurs. On va les gens avec nos histoires. Alors, oui. Cécile, on est malheureusement presque à la fin, Najib, il nous reste que quelques minutes. Cécile te félicite d'abord, Najib, et elle te demande, tu n'as pas parlé donc pour le VD du strain rate. Est-ce que pour toi c'est un paramètre donc additif qui va éclairer la détermination du strain, ou est-ce qu'en pratique tu n'utilises pas ou peu? Clairement, en pratique clinique, je ne l'utilise pas. Pour 2 raisons. La première, c'est que on a dit qu'on manquait un peu de données sur le strain encore. Aujourd'hui, on a encore moins de données avec le strain rate. La deuxième chose, c'est que le strain rate est une dérivée du strain par le speckle. Et globalement, on perd un peu d'informations entre les deux. Donc, clairement, en routine, je ne l'utilise pas, non. Mais il y a des travaux de recherche intéressants. Oui, pardon. J'ai une dernière question. Je sais que là encore, tu ne vas pas me croire, Najib, mais tu veux vérifier sur le chat que je ne fais que poser des questions. Et donc là, c'est Mostafa qui te pose la question apport du strain donc en cardio-oncologie pour le VD. Alors, Mostafa, tu n'as pas écouté le premier webinaire, ce que je regrette. Stéphane Ederi, qui est notre expert local, mais il y en a d'autres évidemment, mais en tout cas, c'est lui qui vous avait fait le webinaire. Tu avais parlé de la valeur différentielle justement et des travaux en cours pour le strain VD, mais je vais laisser Najib vous dire parce qu'il connaît bien aussi cette application des ultrasons dans ce contexte particulier de la recherche d'une cardiotoxicité, des chimiothérapies ou des interventions chez les patients porteurs d'un cancer. Donc c'est une préoccupation quotidienne pour Najib comme pour nous. Donc est-ce que toi, dans ta pratique, Najib, parce que la littérature, il vous l'a présentée, Stéphane, et vous pourrez la voir. Je ne sais pas d'ailleurs, parce que c'est une question qui a été posée, donc là je m'adresse à nos amis de Philips, c'est que nos collègues qui n'ont pas assisté aux 2 premières séances de webinaire aimeraient bien avoir accès aux informations. Mais je vous rassure, Najib Hamoudi sera à ma place la semaine prochaine et il modérera Laurie Soula-Dufour qui vous fera la synthèse de la synthèse avec lui. Et donc théoriquement, elle va reprendre ces différents points. Donc pardon Najib, est-ce que tu fais du strain VD donc, dans cette caractérisation de la dysfonction myocardique précoce? Alors, en routine clinique, pas encore. Le strain VG, évidemment, le strain VD, pas encore. Mais comme je vous l'ai dit, enfin, je ne l'interprète pas encore en faveur d'une toxicité précoce. Mais je vous invite tous, effectivement, à voir ce webinaire de Stéphane Ederi qui vous donnera beaucoup plus d'informations. Eh bien, Najib, merci beaucoup. Il nous reste 1 minute 30 pour conclure. Donc, je voudrais, mes chers amis, d'abord remercier en votre nom Najib pour son remarquable exposé. Personne ici n'est surpris. Najib travaille de l'autre côté de la Seine et on essaie de rapprocher les 2 régions géographiques de façon active. Ça, c'est un clin d'œil à mon ami Najib. Alors, je voudrais, avant de vous quitter dans 1 minute, vous rappeler que ces webinaires sont organisés avec la collaboration étroite de l'équipe de la Pitié autour de Najib, avec l'équipe de Saint-Antoine Tenon, c'est-à-dire Laurie Soula-Dufour et Stéphane Ederi, avec cette idée qui est de vous décrire les principales applications en routine du strain des 4 cavités, puisque maintenant nous avons des données pour les 4 cavités dans différentes situations cliniques, et Laurie en parlera avec Najib la semaine prochaine. Elle vous donnera quelques données sur le strain de l'oreillette droite aussi, qu'elle a beaucoup étudié quand elle était à Chicago sous la direction de Roberto Lang. L'idée que l'on voudrait voir installée
après ces webinaires, c'est de vous indiquer la réalité et de vous convaincre que le strain doit faire partie aujourd'hui d'un compte rendu d'échographie dans de très nombreuses situations, pour ne pas dire dans la plupart. Alors, Najib a parlé du VD aujourd'hui, mais il connaît évidemment tout le reste. Et nous avons maintenant pris cette habitude de caractériser le strain dans différentes situations, en particulier quand il n'y a pas de modification de la géométrie, parce que, on va dire, ça saute à l'œil. Et donc, dans différentes situations, la fibrillation atriale, la cardiotoxicité, la DVDA, tu en as parlé à l'instant, mais dans d'autres situations, les myocardites ou encore d'autres où les fonctions dites contractiles ou systoliques sont préservées, les altérations du strain nous aident énormément, et je ne parle même pas de la cardiotoxicité des chimiothérapies, où là, vraiment, ce paramètre est considéré comme un paramètre diagnostique permettant de suivre l'évolution et donc de donner une orientation pour une conduite à tenir vis-à-vis du traitement. Donc on aimerait qu'à la fin de la séance de jeudi prochain, animée encore une fois par Najib et Laurie, vous soyez persuadés que tel n'est pas le futur, mais le présent de l'échographie. Donc je voudrais vous remercier encore pour votre présence ce soir, remercier Philips pour le soutien. Je voudrais redire ici en direct que Philips ne nous a influencé en rien dans le contenu de nos présentations, ni Najib, ni Stéphane, ni Laurie. Nous avons choisi nos images nous-mêmes et les supports ont été faits par nos soins. Et donc, certes, on utilise ce matériel comme d'autres matériels, donc vous l'avez vu présenté ce soir, mais je pense que vous êtes de plus en plus convaincus que vous devez vous équiper dans des matériels qui permettent donc de disposer de cette information qui nous paraît de plus en plus indispensable dans le diagnostic et dans le traitement. Je vous souhaite avec Najib une excellente soirée et on vous dit à jeudi prochain à 19 h. Bonsoir. Bonsoir.